Bien. Bonjour, je propose qu'on commence. Petit liminaire. J'ai essayé d'envoyer les articles dont je vous avais parlé, mais ça passe pas. Alors, si quelqu'un a un système qui permet que je lui envoie et qu'il le distribue, ça serait formidable. C'était vous qui m'aviez suggéré ça, non? Oh, je ne parle pas sûr. Si, c'est moi, elle me dit que si. Mais oui, c'est pas. Vous avez une meilleure mémoire que... Oui, non, mais je veux bien vous envoyer. Vous avez pas une identité, demandez-moi. Je suis un spécialiste. Voilà, donc vous m'écrivez. Oui, je vous l'envoie et puis vous diffusez. Ok. d'accord. Merci pour moi, merci pour vous. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que tout va bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, donc vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai proposé une réflexion sur les questions du transfert. On va dire une première réflexion sur les questions du transfert, une question tellement importante et essentielle qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Là, je vous propose qu'on continue, plus tout à fait en essayant de penser le mécanisme du transfert, mais de penser un certain nombre d'effets du transfert, de la question du transfert. Et puis, petit à petit, on va essayer de réfléchir sur l'impact du transfert sur le clinicien, pour essayer de comprendre ce qui se passe chez le clinicien quand il est soumis en quelque sorte à un processus, on va dire, transférentiel. Voilà, ça c'est le menu du jour. Alors je ne sais pas jusqu'où on ira de ce menu-là, mais en gros ça tourne autour de ça. La première idée que je voudrais vous proposer pour commencer, c'est que une fois que le transfert a lieu, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le transfert, c'est je loge quelque chose de mon espace psychique personnel, d'une expérience traumatique, d'une sensation, d'une perception, enfin je loge quelque chose qui est en souffrance en moi, je le loge dans un objet extérieur, pour autant que cet objet extérieur ait un certain nombre de capacités ou de propriétés qui fait qu'il l'accueille. Donc il y a un processus d'hallucination et un processus en quelque sorte qui vient se mêler à la perception, pour autant qu'il y ait une complaisance suffisante de la perception qu'elle s'y prête. Ah, d'accord. Bon. Ça c'était ce que j'avais essayé de développer la dernière fois. Alors cette expérience-là, elle est absolument décisive
parce que c'est à partir de cette expérience-là qu'on va pouvoir retravailler, enfin ça c'est l'hypothèse de base de la psychanalyse, qu'on va pouvoir retravailler les expériences antérieures. Sachant que pour retravailler une expérience antérieure, d'une certaine manière, il faut la rendre présente. On ne peut pas travailler quelque chose de passé si ce n'est pas suffisamment présenté, présentifié, si ce n'est pas suffisamment actuel. Et c'est la fonction, bien sûr, du transfert que d'actualiser en quelque sorte des expériences antérieures, de les rendre présentes. Mais de les rendre présentes en les modifiant en même temps. Parce que dans l'expérience antérieure, il y avait mon expérience subjective, là, il y a mon expérience subjective logée dans un objet, logée dans un autre, logée dans une relation, qui, par nature, n'est pas la même que les relations et les objets initiaux. Donc il y a une transformation qui s'effectue, une première transformation qui s'effectue dans le processus même, à partir du moment où j'ai choisi un objet de transfert. Le fait que je transfère une de mes expériences dans cet objet ou dans cette relation-là, objet étant pris ici aussi bien au sens d'autres sujets que d'un objet pour jouer, d'un objet ou d'un médium, enfin de tous les objets dans lesquels on peut venir loger quelque chose de nous. À partir de ce moment-là, il y a une première transformation. Cette première transformation, elle est tout à fait fondamentale pour nous, parce que c'est à partir de cette première transformation que nous allons commencer à travailler. On ne travaille pas sur l'expérience subjective initiale, on travaille sur l'expérience subjective telle qu'elle est amenée dans la relation avec nous, c'est-à-dire d'une certaine manière telle qu'elle se transfère. Et donc il y a une première transformation qui va ensuite être entraînée et rendre possible d'autres transformations, c'est-à-dire qu'on va d'une certaine manière, même si ça ne prend pas nécessairement une allure extrêmement ludique, on va jouer avec l'expérience ainsi transférée, ainsi actualisée, ainsi présentifiée. On va la mettre au travail, si vous préférez, quelque chose d'un peu plus laborieux. Moi j'aime bien le jeu, donc j'ai tendance à dire que ça va se jouer, donc nous allons rejouer en quelque sorte quelque chose, mais dans une situation qui est différente. Et le transfert a toujours cette particularité, en quelque sorte, est à la fois la réédition d'une expérience antérieure, et en même temps, cette nouvelle édition est une édition différente. Et c'est bien parce qu'elle est différente qu'on a une chance de venir réorganiser quelque chose de l'expérience antérieure. Si elle était exactement semblable, Freud a une belle formule à un moment donné, il dit « parfois c'est une fidélité indésirable ». L'indésirable de la fidélité, c'est quand ça se reproduit trop de la même manière, et que si ça se reproduit trop de la même manière, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Si ça se reproduit trop de la même manière, les impasses premières vont se répéter aussi. C'est bien parce qu'il y a quelque chose de différent dans le processus transférentiel que ça va ouvrir la possibilité d'une remise en jeu et d'un processus différent. Alors, il y a quelque chose là sur quoi je voudrais attirer votre attention, parce que je crois que ça c'est vraiment tout à fait fondamental dans la rencontre clinique. Quand on en est à des points comme ça, il y a quelque chose de tout à fait essentiel qui se passe. Ce qui est tout à fait essentiel qui se passe, c'est que cette expérience de transfert, cette expérience de première transformation, c'est une expérience tout à fait spécifique. C'est une expérience qui est une expérience, si vous voulez, quand on parle de symbolisation, c'est un concept abstrait. Pour que la symbolisation soit quelque chose qui fasse corps avec nous, il ne faut pas que ça soit un concept abstrait. Il faut que ça s'ancre en quelque sorte dans une expérience. Quand vous jouez, vous expérimentez de fait ce que c'est que la symbolisation. Quand vous transférez dans un médium une expérience et que vous essayez de la mettre en forme à travers ce médium, vous expérimentez ce que c'est qu'une transformation psychique. C'est-à-dire ces concepts abstraits de la métapsychologie, transformation, déplacement, condensation, etc., ne sont plus des concepts abstraits, ce sont des concepts qui vont s'ancrer dans l'expérience du sujet. Et ça, c'est absolument nécessaire, parce que c'est à partir de cette expérience-là que les effets de conviction vont pouvoir éventuellement naître. On n'a pas une conviction, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire symbolisation, ah bon, magnifique ce mot, ah ça m'entraîne la conviction, non. Si je n'ai pas éprouvé du dedans ce que c'était que symboliser, alors heureusement, bon, tous nous qui sommes là, j'espère pour vous, j'en suis sûr, si vous êtes là, c'est que vous avez joué à un moment ou un autre dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez expérimenté du dedans ce que c'était que transformer une expérience par le jeu.
Alors qui t'aurait été, et qu'est-ce qu'on aurait fait, et qu'est-ce que ça serait devenu, et puis qu'est-ce qui se serait passé, et puis ensuite sur vos différents lieux de stage, dans vos différentes pratiques, c'est bien le diable, si je puis dire, s'il n'y a pas un moment ou un autre, un moment de jeu qui véritablement ancre votre espoir dans le fait que la psychologie clinique, ça peut aider à changer les choses. Il faut faire une expérience de la transformation. Alors vous voyez qu'à l'inverse, quand on va tomber sur des gens qui n'y croient pas à la psychologie ou qui ne croient pas que les choses puissent se transformer, on peut être à peu près sûr que ce sont des gens qui ont fait l'expérience d'une non-transformation. Vous avez un père rigide, intangible, vous avez beau dire, vous avez beau faire, vous avez beau tout essayer, rien ne bouge. Là, vous faites l'expérience, et c'est tout à fait désespérant, vous faites l'expérience qu'on ne peut pas changer les choses. Et bien évidemment, c'est à l'origine d'une espèce de fatalisme, d'une espèce de à quoi bon essayer, puisque de toute façon ça ne changera pas. On ne peut espérer que les choses changent que si on a fait d'une certaine manière l'expérience que le travail de symbolisation pouvait les transformer. Donc, premier point que je souligne de cette expérience de transfert, c'est une expérience de transformation, c'est une expérience d'un vécu, ça offre un vécu, une expérience subjective de symbolisation. Et on peut dire aussi que un troisième élément de cette première transformation, c'est que, mettons, l'expérience qui a été traumatique, qui était à l'origine d'un point de souffrance chez moi, je l'ai subi. Ça m'est tombé dessus. Je ne l'ai pas choisi. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. C'est pas je qui l'ai produit. C'est ça qui l'a produit. Ça, les événements de la vie extérieure, ça, mes caractéristiques pulsionnelles internes, que je n'ai pas choisies non plus, qui sont comme ça, voilà. À partir du moment où je commence à jouer, à partir du moment où il y a un processus transférentiel, à partir du moment où, en quelque sorte, je prends la main, c'est-à-dire, je passe aux commandes, je rejoue quelque chose. Eh bien, quand je rejoue quelque chose, c'est comme si, d'une certaine manière, je commençais à recréer ce à quoi j'avais été confronté. C'est-à-dire qu'il y a un processus de bascule d'une position de passivation première, pas de passivité, mais bien de passivation première, en une expérience d'activation, en quelque sorte. Donc ça aussi, c'est tout à fait important, parce qu'on voit là, effectivement, comment, dans le processus transférentiel, il y a un sujet qui passe aux commandes, il y a un sujet qui s'exprime. C'est bien pour ça que c'est important de partir du processus transférentiel, parce que c'est quand on part du processus transférentiel que, d'une certaine manière, on ne fait pas de la théorie du sujet. On part de là où en est le sujet, là où il active quelque chose, on pourrait dire là où il engage quelque chose dans la relation avec nous. C'est toute la différence qu'il y a entre vous retrouver en face d'un monsieur, d'une dame, d'un enfant, d'un autiste, que sais-je, et puis travailler sur une étude de cas. Quand vous travaillez sur une étude de cas, vous travaillez en disant il a fait telle association, il a dit telle chose, etc. Peu importe ce que le sujet a engagé ou pas engagé, vous travaillez sur du matériel clinique. Quand on est dans la rencontre clinique, on ne travaille pas sur du matériel clinique, on travaille sur la rencontre avec un sujet. Et ce que ce sujet engage, c'est déterminant pour savoir ce qu'on va pouvoir travailler. Alors on pourrait lui dire, écoutez, non, mais alors vos expériences, ça s'est passé historiquement. Hein. Il y a une époque où les psychanalystes ne savaient pas quoi faire des expériences de la Shoah. Alors tous les juifs qui allaient en analyse, ils en parlaient un peu, mais on ne leur répondait jamais, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. C'est un point historique tout à fait intéressant. À partir du moment où vous ne savez pas quoi en faire, c'est comme si les psychanalystes se disaient, écoutez, moi c'est la castration, la scène primitive. Si vous avez éventuellement une séduction sexuelle, pourquoi pas, mais alors là, les camps de concentration, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On ne savait pas traiter psychédéliquement ça. Jusqu'en 1985. En 1985, une psychanalyste française, qui était vice-présidente de l'IPA à l'époque, qui s'appelle Janine Chasges-Knirgel, qui était juive, dans un congrès de Berlin, dit, mettez le poing sur la table en disant, mais enfin, attendez, vous croyez que les gens, soit qui sont passés dans les camps de concentration, soit qui ont des proches qui sont passés dans les camps de concentration, vous croyez que ça n'a pas d'importance pour comprendre ce qui se passe en eux? Alors les gens se sont dit, bah quand même, elle ne doit pas avoir complètement tort. Et à ce moment-là, il y a eu plein de juifs qui sont retournés, ou de gens
très impliqués dans la question, qui sont retournés en analyse et qui ont enfin pu parler de quelque chose avec des gens qui ne leur disaient pas, écoutez, moi c'est la castration, là c'est une primitive, et ben, ouais. Ah bon. Donc c'est quand même tout à fait important de partir de ce que... Bon, alors les gens sont plastiques, hein, vous vous rendez bien compte que quand vous investissez, c'est tellement important d'être écouté. Si vous parlez de la Shoah et qu'on vous écoute pas, et si vous parlez de la castration et qu'on vous écoute, vous allez raconter des histoires de petites filles, des histoires de petits garçons, des histoires de différences des sectes. Vous allez en raconter, parce que c'est tellement important d'être investi qu'on va en passer par les fourches codines de l'écoute de l'autre. Et c'est l'écoute de l'autre qui sélectionne à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez soit une écoute qui sélectionne dans ce que vous dites, ce qui est actualisé parce que vous reprenez appui sur le transfert, soit alors vous prenez appui sur vos théories, vous prenez appui sur vos dadas, vous prenez appui sur ce qui vous va bien, et à ce moment-là, c'est votre écoute qui détermine ce qui va être sélectionné chez l'autre. Alors, bon, la réalité, c'est que c'est toujours un peu de l'un et un peu de l'autre, mais il faut quand même qu'il y ait suffisamment de l'un, c'est-à-dire suffisamment de processus transférentiels, pour qu'il y ait quelque chose qui prenne. Ok, là-dessus. Alors, deuxième remarque. Une fois que l'expérience a été transférée, qu'elle s'est logée, que ça a créé un événement relationnel avec nous, que ça a créé... si on a utilisé une médiation, une production issue de cette médiation, une fois qu'il y a quelque chose donc qui s'est joué et mis en scène dans la rencontre clinique, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un deuxième temps. Alors parfois ce temps-là, il est, enfin pas parfois, ce temps-là, il est de toute façon toujours essentiel. Mais il peut être suivi, c'est assez fréquent d'ailleurs, ça se voit bien dans les dispositifs, il peut être suivi d'un deuxième temps, qui est un temps de, on va dire, de remise en jeu ou de mise au travail de ce qui a été mis en scène. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens, ils ont dessiné quelque chose, par exemple un enfant dessine quelque chose, il le commente, et puis après il y a un temps où on va parler du dessin. Et parler du dessin, c'est, alors bon, l'implicite c'est associe à propos de ton dessin. C'est ça l'implicite, c'est dis-moi ce qui te vient à l'esprit à propos de ce dessin, dis-moi ce qui te vient à l'esprit à propos de pourquoi tu l'as fait et de ses particularités. Mais, bon, je sais pas, moi par exemple, groupe conte, le petit chaperon rouge, on a écouté le petit chaperon rouge, on l'a joué, et après il peut y avoir un temps où on parle éventuellement de ce qui s'est joué, de ce qui n'a pas pu se jouer, etc. Donc c'est un temps où on va en quelque sorte déployer. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Le transfert est un processus qui tend à condenser. Je prends une expérience de mon histoire, je la loge dans quelque chose du présent, je fais un processus qui s'appelle la condensation. Le processus de symbolisation s'amorce dans cette condensation-là. Mais il ne s'arrête pas là. Il va y avoir ensuite un processus de décondensation, un processus de dépluiement. Prenez, je ne sais pas, moi, le rêve de l'injection faite à Irma. Je le prends comme ça. Donc vous trouvez ça dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves. Et Freud le met, ce rêve, ou c'est peut-être le 6, c'est le 6 ou le 7. Et Freud met ce rêve en exergue au début. Et tout le chapitre va être un commentaire. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ben voilà, je vous le dis de mémoire, hein, je ne l'ai pas relu, le rêve doit commencer comme un grand hall, nous recevons. Donc, le contexte du rêve. Et Freud, c'est un de ses propres rêves, se dit, alors voilà le grand hall à quoi il me fait penser, voilà nous recevons à quoi, je sais pas. Après, il va y avoir la fameuse Irma qui va apparaître, qui était, je pense, Emma Eckstein, qui était une patiente qu'elle avait en commun avec son ami Wilhelm Fliess, une patiente chez qui Wilhelm Fliess avait oublié 30 cm de gaz pendant l'opération, dans la blessure. Ça purulait, alors on interprétait l'hystérie de cette dame, etc. Sauf qu'il y avait 30 cm de gaz. 30 cm de gaz, ça ne s'interprète pas facilement. Il faut vraiment, mettre le bazooka, autrement vous n'y arrivez pas. Et si vous mettez un petit coup de scalpel pour les enlever, là ça marche beaucoup mieux. Il faut une interprétation scalpel, vous savez, une interprétation un peu tranchante qui va au fond des choses. Voilà, bon. Et bien donc alors,
dans ce rêve-là, il protège Fliess, Freud, en disant la dysenterie va s'y mettre, tout ça va s'éliminer. Encore une fois de mémoire. Et il commente chacun des éléments. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un buisson associatif qui petit à petit va se déployer. Le rêve est une condensation, c'est un des termes que Freud va utiliser à propos du travail de rêve, travail de condensation, et ensuite les associations et l'associativité va décondenser. Et quand il arrive un événement important, par exemple un événement traumatique, quand un événement traumatique arrive sur la scène de la rencontre clinique, il arrive de manière condensée, il arrive avec une grosse charge affective. Et puis on s'aperçoit que parfois on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à en parler, à revenir dessus, à sortir un détail, à le réexaminer un peu d'une autre manière, hein. Un peu comme un enfant qui prendrait un petit objet puis qui le regarderait d'un côté, puis après d'un autre côté, hein. On l'explore sous toutes ses faces. Et le travail d'appropriation, le travail d'intériorisation, d'assimilation et d'intégration de l'expérience, c'est ce travail-là. Donc, il faut que ça se loge. Ça, c'est sine qua non. Si c'est pas logé, vous n'en faites rien, parce que vous n'allez pas trépatouiller à l'intérieur du cerveau du sujet pour dire, allez, votre expérience subjective, je veux la travailler là. Il faut bien qu'elle s'externalise, qu'elle se mette en scène. Et une fois qu'elle s'est mise en scène, alors on va la travailler au dehors, et on va la travailler dans une espèce de va-et-vient permanent entre des mouvements d'externalisation transférentielle et des mouvements de réinternalisation. Alors ça, c'est l'idéal. Le problème, c'est que de temps en temps, vous allez vous trouver avec des gens qui disent « Ah, j'ai fait un rêve ». Bon. Ils vous racontent leur rêve, et puis ils se taisent. Sous-entendu, à toi. Et alors vous êtes comme une poule qui a trouvé un couteau, ou on pourrait dire comme un clinicien qui a trouvé un rêve. C'est quand un clinicien trouve un rêve, s'il n'y a pas les associations, il ne peut rien en faire. Ou alors on fait d'un côté de la clé des sanges. Il y a un chapeau, ça doit être en rapport avec le sexe masculin. Voilà, mais le problème c'est que ça marche pas du tout comme ça. Hein, parce que même quand il y a un chapeau, il faut savoir s'il est tyrolien, il faut savoir si c'est un chapeau basque. Enfin, il a une origine ce chapeau. Il vient de quelque part. Et le quelque part d'où il vient nous renseigne sur quelque chose de l'expérience subjective du sujet. Un chapeau, ça n'existe pas. Un chapeau sans origine, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de l'histoire singulière du sujet, et cette histoire singulière, seul le sujet la possède. Hein, on verra peut-être pas aujourd'hui, mais dans une prochaine séance, on verra que la clé quand même de l'écoute clinique, c'est que ce n'est pas nous qui savons, ce sont les patients qui savent. Sauf que le problème pour eux, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Alors que nous, notre problématique à nous, c'est que nous ne savons pas ce que ces patients savent, mais nous avons une méthode pour essayer d'arriver à savoir ce qu'ils savent sans savoir qu'ils le savent. C'est tout le problème de ce que Lacan avait très bien désigné en désignant le clinicien comme supposé savoir. C'est un savoir supposé. Mais il n'a pas le savoir. Le savoir, il ne l'a qu'à écouter le savoir non su qui est présent à l'intérieur de la pensée ou de la parole de l'autre. Mais il faut que cette parole ait lieu. Il ne faut pas qu'on vous apporte un rêve ou un fragment de dessin ou n'importe quoi, parce que ce qui vaut pour les rêves vaut pour les dessins, ça vaut pour n'importe quel objet dans lequel quelque chose est venu se loger, c'est qu'on l'a logé là, et puis, tabou, je touche plus. Et à ce moment-là, c'est bien d'avoir transféré déjà, c'est un premier pas intéressant, mais la suite du travail est sidérée s'il n'y a pas ce travail de décondensation, s'il n'y a pas ce travail de déplacement, s'il n'y a pas ce buisson associatif qui va se loger ici. Alors quand on essaye de réfléchir sur ce qui peut faire que ça bloque, sur ce qui peut faire que ça coince, c'est une conjoncture sur laquelle Freud s'est penché en disant mais de temps en temps les patients disent je pense à rien, c'est la même chose, hein, je pense à rien, ou je vous ai apporté mon rêve et j'en dis rien, c'est exactement pareil, c'est je n'en fais rien, hein, je ne fais rien de ce qui se passe en moi. Freud fait une hypothèse qui est tout à fait intéressante, il dit généralement c'est qu'il est venu à l'esprit du sujet des pensées en lien avec sa relation avec le clinicien ou avec le lieu dans lequel la rencontre a lieu, et il ne peut pas arriver à dire ça. Alors, si on réfléchit, et je vous invite à réfléchir sur une difficulté tout à fait essentielle du processus de symbolisation dans la rencontre clinique.
il y a ce que j'appellerais l'objet qui est à symboliser. L'objet qui est à symboliser, c'est l'expérience, c'est ce que j'ai logé au sein de la relation, c'est ce que je viens de tenter de mettre en forme à l'intérieur avec mon médium. Ça, c'est ce que j'ai à symboliser. Et puis il y a ce que j'appelle l'objet pour symboliser. Donc dans le transfert, il y a deux processus. Il y a un premier processus qui est, je prends quelque chose de mon histoire, j'essaye de le mettre en scène d'une manière ou d'une autre dans le présent pour arriver à essayer de me l'approprier, de le retravailler. Mais il y a aussi le transfert qui concerne la relation avec la personne avec qui je fais ça. C'est-à-dire cette fois le transfert pour symboliser. Donc vous voyez la différence, hein. J'ai une expérience historique, elle est à symboliser, mais je la symbolise au sein d'une relation, et cette relation aussi, elle est à symboliser. Alors, là on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et c'est pas quelque chose que tous les sujets, ou que n'importe quel sujet, dans n'importe quelle circonstance, peut faire. C'est compliqué, par exemple, de symboliser avec sa mère la relation à sa mère. D'ailleurs, on peut penser que si la nature nous a donné un père et une mère, c'est pour qu'on puisse symboliser avec papa ce qui se passe avec maman, et avec maman ce qui se passe avec papa. Parce que c'est beaucoup plus clair. J'ai ce qui se passe d'un côté, ça c'est ce qui est à symboliser, et je le symbolise avec un autre. Vous allez voir que souvent les patients vont essayer d'arriver à trouver une manière. C'est-à-dire, il se passe quelque chose à l'extérieur, mettons, avec leur chef, leur patron, leurs conjoints, leurs épouses, leurs enfants, etc. Ils amènent ça à symboliser, et en quelque sorte, ils viennent symboliser avec nous une expérience qui s'est jouée ailleurs. En quelque sorte, le transfert, ça c'est un point tout à fait important, ça ne se passe pas qu'avec le clinicien. Si vous lisez l'article de 1912 de Freud qui s'appelle, je ne sais plus comment, il y a le mot transfert dedans, Freud dit, oh là, mais alors attendez, la relation avec le clinicien, c'est un cas particulier du transfert. Dans tous les systèmes de soins, il y a des tas de systèmes de transfert. Et il va même continuer un peu plus loin en disant, par exemple, la forte appartenance à une communauté religieuse, c'est une forme de transfert. Tomber amoureux, c'est une forme de transfert. Tomber haineux, c'est une forme de transfert. Hein? C'est-à-dire que quelque chose d'expérience prototypique de notre passé, nous les rejouons d'une manière différente, nous les rejouons d'une manière transformée avec un sujet présent. Freud a une très belle définition du transfert qui évite tous les pièges du narcissisme des cliniciens, parce que c'est quand même extrêmement narcissique de penser que le transfert c'est avec moi. Hein. C'est uniquement avec moi, c'est pas avec les autres. Tout à moi. Et vous avez même des gens qui ont un régissant technique. Vous arrivez, vous leur parlez de quelque chose qui vous est arrivé, ils vont dire, ah, c'est exactement pareil que ce qui se passe ici avec moi. Tout le temps comme ça. Comme technique de soin. Bon. Inutile de vous dire que je ne suis pas complètement d'accord avec cette manière de travailler. Enfin, sauf si vous voulez travailler la mer Juive ou la mer Méditerranéenne, captatrice, vous savez, il m'a fait une angine, il m'a fait une grippe, c'est tout le temps aux parents qu'on fait les choses. Hein. On ne peut pas avoir une grippe simple sans lien avec sa mère, non. On fait une grippe à sa mère. Bon. Non, c'est très très typique. On a beaucoup moins ça dans le nord de l'Europe, hein, cette manière de tout rapporter comme ça. C'est très très ceinture méditerranéenne. Alors les juifs, effectivement, il n'y a pas que les mères italiennes, elles sont pas mal, les mères françaises, elles peuvent aussi goûter du truc de temps en temps. Voilà, donc, alors ce que dit Freud, qui permet de lutter, vraiment de lutter contre ça, c'est le déplacement de la situation historique sur la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est quoi? Ça peut être ces gens qui débarquent en disant « Je supporte plus mon mari, il m'a encore fait ci, il m'a encore fait... » C'est du transfert. Ça ne veut pas dire que le mari il est indemne de tout reproche, mais ça veut dire que si les gens viennent vous voir pour vous parler à vous de ce que fait le mari, c'est que ce que fait le mari n'est pas sans lien, parce qu'autrement, à la limite, on envoie le mari en thérapie, mais on ne va pas aller parler à quelqu'un de ce que l'autre nous fait. Si ça me fait quelque chose, ce qu'il fait, c'est que ça me fait quelque chose en fonction de mon histoire. Donc, inévitablement, si vous voulez. Et c'est la dimension sur laquelle on est supposé travailler. Il y a des gens qui disent « Oh là là, amenez-le-moi !»
ce pervers narcissique. Mais là, on sent qu'on n'est plus tout à fait dans une bonne clinique. On sent qu'on a commencé à dérailler un peu quand on fait ça. Hein. Donc, toujours est-il que situation historique transférée sur la situation actuelle. Et quand un sujet arrive en vous disant répétitivement voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce qui se passe dans ma vie, et que ce qui se passe dans sa vie, c'est en lien avec ce qui se passe sur son lieu de travail, avec un voisin, avec un conjoint, avec un enfant, etc., vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est là qu'est le processus transférentiel. Ils ne nous ont pas attendu, les gens, pour faire le transfert. Le transfert, il se passe dans leur vie. Par contre, là où ils ont besoin de nous, c'est pour analyser ce qui se passe dans ce transfert-là. Donc, autrement dit, on a bien une disjonction entre la situation à symboliser, c'est celle qu'ils amènent, et la situation pour symboliser. Et j'aime autant vous dire que on travaille de manière un peu plus facile que lorsqu'on est au cœur de la situation transférentielle et que les patients ont à analyser ou à tenter de comprendre quelque chose qui se passe en direct avec nous. D'abord parce qu'il faut qu'ils commencent à oser, et c'est pas si évident que ça de dire à quelqu'un je pense que vous êtes complètement incompétent, vous y comprenez rien, ça fait des années que je vous amène mon argent, que je viens vous voir, etc. Et regardez, ça n'a pas bougé. Alors, ils ne le disent pas comme ça, ils disent non, ça ne change pas beaucoup. Enfin, c'est une forme atténuée, tout le reste est sous-entendu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous foutez, quoi. Je me demande si la psychanalyse ou la psychothérapie ou la psychologie clinique c'est bien adapté à moi. Peut-être aller voir un cognitiviste. Remarquez, ils vont les voir et ils reviennent après. Parce que ça marche pas mieux. Ouais, ça... Pas là-dessus, en tout cas. Voilà, donc, cette distinction-là. Cette distinction-là, elle suppose que quand même, ça soit dans la vie des gens que ça se passe. Remarquez, c'est ce qu'il y a de plus naturel, parce que les événements, pour tout à chacun, c'est dans notre vie. C'est parce qu'on a eu des événements dans notre vie qui ont été compliqués qu'on va voir un psy. On ne va pas voir un psy en disant je vais voir un psy pour vivre une expérience de symbolisation importante avec lui, que je vais pouvoir symboliser avec lui. C'est exceptionnel. Il y a quelques psychologues qui font ça, ou des psychiatres, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai des trucs dans ma vie qui ne vont pas et je vais parler des trucs de ma vie qui ne vont pas. D'accord ? Et donc ça se passe dans la vie. Et parfois c'est un peu compliqué. Parfois c'est un peu compliqué que ça soit avec le patron que quelque chose de la relation avec le père se rejoue. Parce que le patron c'est pas le père. On a beau dire c'est comme mon père, oui non mais c'est comme. Il y a une petite différence entre les deux, mine de rien. C'est qu'à un moment donné il y en a un qui peut dire allez fou, va voir ailleurs si j'y suis, et puis ça peut avoir des incidences sur le travail du sujet, etc. Alors une chose que nous avons petit à petit inventée dans le cours de l'histoire des pratiques de thérapie en psychologie clinique, ça va être de disjoindre, de proposer un espace qui va disjoindre l'objet à symboliser et l'objet pour symboliser. Et en réalité, toutes les pratiques à médiation proposent une telle disjonction. C'est-à-dire qu'on dit au sujet, écoutez, ce que vous avez à symboliser, vous allez le mettre en scène à travers cette médiation-là. Et puis après, on en parlera. Donc, on disjoint les temps, autant que faire se peut. On disjoint les espaces où ça se joue. Et bien évidemment, c'est plutôt plus facile de se mettre à manipuler activement, voire à être agressif à l'égard d'un médium qu'à l'égard directement du corps, du psy ou de la relation avec le psy. C'est extrêmement compliqué d'être comme ça dans ces espaces de soins. Ça arrive que des patients psychotiques soient violents à l'égard des thérapeutes. Quand on regarde comment ça s'est passé, généralement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été violents comme ça spontanément. C'est qu'il s'est passé un certain nombre de choses qui ont conduit à cette situation-là en impasse, et en particulier des situations de surdité des soignants. Bon, alors ça arrive qu'on n'entende pas quelque chose, c'est à ce moment-là que ça explose. La violence, elle vient quand même très très souvent lorsqu'il y a une espèce d'incapacité à se faire entendre. Bon, je parle des adultes, là, avec les enfants c'est un peu plus compliqué, c'est un peu différent. Mais c'est quand même relativement complexe, et ça a tout le temps des conséquences, parce qu'il y a toujours des représailles.
quand on est violent à l'égard d'un soignant, il y a toujours, dans les espaces de soins, il y a toujours des représailles. Alors, ce qu'on va proposer, c'est effectivement que quelque chose vienne se rejouer dans la relation avec le médium, et là, ça va être l'objet à symboliser, et quelque chose va se symboliser avec un objet pour symboliser, et en gros, c'est la tâche, la fonction qui va être dévolue au clinicien. Ce qui veut dire qu'on propose en quelque sorte un objet de déplacement du transfert. Ne nous leurrons pas trop. Ce qui se met en scène sur les médiums, ça concerne bien quelque chose qui nous concerne nous, ou qui concerne quelque chose de la relation avec le clinicien. C'est bien quelque chose de la relation avec le clinicien qui est déplacé en quelque sorte sur le médium. Mais ça se travaille plus facilement sur le médium que directement dans la relation avec le clinicien. Et puis, il y a des médiums. Mais prenons un processus de symbolisation que vous connaissez tous, le jeu de la bobine. Quand Freud analyse le jeu de la bobine, il dit l'enfant voit sa mère partir quand il est petit, et puis elle revient. Quand il joue à la bobine, c'est lui qui passe aux commandes, il attache une ficelle à travers une bobine, et c'est lui qui éloigne la mère, et c'est lui qui fait revenir la mère. Vous vous rendez bien compte que ça, il ne peut pas le faire avec la mère. Quand vous avez 17-18 mois, vous n'allez pas attacher votre mère avec une ficelle, la balancer par de l'autre côté, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas transférer. Donc il va le jouer. Mais dans le jeu, par analogie, c'est par métaphore, en quelque sorte, si cette bobine est porteuse de quelque chose de la relation avec la mère, alors à ce moment-là, il peut être aux commandes et éloigner la mère, ou faire revenir la mère, éloigner la mère, faire revenir la mère, à son gré. Donc vous voyez que c'est, en fait, c'est une des choses, bon, tout le travail de la symbolisation est là. Si je vous dis 3 éléphants, c'est pas la peine que je les amène tous les 3 ici. Ça suffit. Vous voyez, vous avez tous en tête ce que c'est qu'un éléphant. Ça, c'est un travail de symbolisation, mine de rien. Je représente l'éléphant à partir du mot éléphant. Et ce mot est suffisamment porteur de la représentation de la chose pour que ça commence à devenir un peu écrasant, ces 3 éléphants qui sont là. Hein. Vous me suivez? Donc tout le travail de symbolisation, c'est ça, c'est une partie de l'objet symbolise ou représente le tout. La partie non visible, quand on regarde un éléphant, généralement, c'est pas écrit dessus éléphant. Hein. Donc l'éléphant, c'est, par contre, quand vous avez un petit enfant qui apprend ce que c'est qu'un éléphant, il regarde la bête et on lui dit c'est un éléphant. Mais il ne voit pas que c'est un éléphant, il ne voit pas le mot, il voit la chose. Donc le mot, c'est le non-vu de la chose. C'est l'entendu de la chose, mais pas le vu de la chose. Surtout que les éléphants, ils ne font pas éléphant. Hein. Regardez comme ils font avec les animaux courants. Un chien, c'est un wawa. Et voilà, là on voit bien que c'est l'entendu de la chose qui sert de mot pour nommer la chose. Un chat, c'est un miaou. C'est-à-dire qu'on va nommer le chose à partir du bruit de la chose. D'accord? Bon, pour les animaux vivants, hein, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire que le mot, c'est le non-vu de la chose. C'est pour ça qu'on a pensé à un moment donné qu'on ne symbolisait que l'absent. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On symbolise, d'abord c'est pas l'absent, l'entendu de la chose, c'est pas absent puisqu'on l'entend. Hein. Voilà. Donc ce processus-là, c'est un processus qui va être un processus extrêmement courant dans la symbolisation. Et donc ça fait partie du travail de symbolisation de proposer un médium pour symboliser quelque chose qui ne peut pas se symboliser, se mettre en scène directement dans la relation avec le clinicien. C'est bon, alors il y a encore, je procède étape par étape avec des points de complication et des points de complexification progressifs. Il y a encore un point qui est tout à fait important. J'ai dit tout à l'heure que l'expérience du jeu, l'expérience de la symbolisation, c'était une expérience subjective tout à fait importante. Cette expérience subjective tout à fait importante et essentielle, elle-même, elle a besoin d'être symbolisée.
C'est ce qu'on va faire par exemple quand je me réveille, je suis sous le coup d'un rêve qui m'a beaucoup bouleversé. J'ai un moment d'hésitation à savoir si je suis encore dans le rêve, enfin, pas si je suis encore dans le rêve, mais si c'est la réalité, si c'est le rêve. Bon. Puis après, il y a un moment donné où je dis, ah mais non, ce n'est qu'un rêve. Voilà une expérience de symbolisation, de l'activité de symbolisation. Ce n'est qu'un rêve signifie, ce n'était qu'une représentation symbolique de la chose et non pas la vraie chose. Donc je symbolise que je symbolisais. Je symbolise avec cette expression ce n'est qu'un rêve que je symbolisais. C'est ce que font les enfants, alors on peut le faire très facilement, avec l'idée c'est un jeu. Si vous lisez un jour le très très beau recueil de Gregory Bateson qui s'appelle Pour une écologie de l'esprit, vous verrez à un moment donné qu'il a toute une réflexion sur le fantasme et le jeu, et il pose cette question de manière tout à fait essentielle. Comment on symbolise que c'est un jeu? C'est-à-dire quelle est cette catégorie particulière de choses à l'intérieur de notre tête qui est espace du jeu, qui est jeu, expérience de jouer. Hein. Eh bien, effectivement, c'est une expérience par laquelle nous symbolisons que nous symbolisons. Alors ça, c'est la réflexivité. C'est le fait que toutes les fois que nous sommes en train de vivre un processus, théoriquement, il y a un deuxième processus qui catégorise le processus premier. Je symbolise, et j'ai un deuxième processus qui dit « je symbolise que je symbolise ». Dans le syndrome d'automatisme mental, par exemple, décrit par De Clérambault et qui affecte les schizophrènes, on voit très bien que cette opération est dissociée. C'est-à-dire que le sujet est en train de penser à quelque chose et il entend une voix qui dit « et actuellement, Paul est en train de penser à ceci, est en train de penser à cela ». Quand on n'est pas trop schizophrène, c'est dans le même mouvement que je pense et que je sais que je pense. Je pense donc je suis. Je suis parce que je pense, mais je pense parce que je suis. Donc quand j'ai un processus à l'intérieur de moi, il y a toujours une boucle qui dit et ce processus est à l'intérieur de moi. C'est ça le processus de subjectivation, c'est ça le processus de réflexivité, c'est ce qu'on appelle avoir conscience de. Je pense et j'ai conscience de penser. Hein, d'accord? C'est clair. Bon. Eh bien ce processus-là, il ne marche pas tout à fait bien chez tout le monde. C'est-à-dire que se représenter qu'on se représente, c'est pas si évident que ça. Quand je joue, comme je suis le maître du jeu et que je suis en train de... J'ai créé une espèce de cadre, une espèce de catégorie qui s'appelle jeu. Quand je rêve, j'ai créé une espèce de catégorie qui s'appelle rêve. Je sais que tout ce qui est à l'intérieur de cet espace que j'ai ainsi circonscrit, c'est un rêve. Vous vous souvenez du tableau de Magritte? Magritte joue avec ça. Il vous dessine une pipe, et dessous il écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Il a totalement raison. C'est pas une pipe, c'est une représentation de pipe. Mais quand vous avez mis une pipe dans un cadre comme ça, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est, il va vous dire c'est une pipe. Mais non, c'est pas une pipe, c'est une représentation de pipe. Mais nous ne cessons d'estomper cette catégorisation. C'est quand je vais au cinéma, j'arrête pas de me dire oh non mais c'est du cinéma. Non mais ça c'est un film. Non mais d'accord, mais ça il vient de la tuer, mais en fait c'est du théâtre. Je peux absolument ça peut pas marcher. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait ce dédoublement subtil à l'intérieur de nous, où ça prend, on y est, et en même temps, il y a quelque chose qui dit, non mais attends, t'es au cinéma, non. Mais ce quelque chose-là, c'est la même chose qui se passe quand nous rêvons. Nous rêvons, c'est accompagné d'un silencieux permanent, je rêve, je rêve, je rêve. Quand je joue, c'est accompagné d'un silencieux permanent, je joue, je joue, je joue. Bon. Mais il y a des choses où on ne sait pas si on rêve, on ne sait pas si on joue. On ne sait pas dans quelle catégorie ça va se ranger. Alors là, c'est manifestement l'un des problèmes majeurs qu'on va rencontrer avec les problématiques borderline, avec les problématiques psychotiques et avec tout ce qui, dans la vie de chacun d'entre nous, est particulièrement investi. Quand quelque chose est particulièrement investi, les gens disent « Mais non, enfin, c'est ton fantasme. » Comment c'est mon fantasme? Mais je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai vécu. Regarde la souffrance que j'ai. Tu vois bien que c'est pas mon fantasme, c'est ma réalité. C'est pas ma réalité, c'est la réalité. Eh ben non, c'est pas la réalité. C'est pas vrai. C'est ma réalité vécue. Et ma réalité vécue, c'est une représentation de la chose. La preuve, c'est que la même chose, deux personnes ne vont pas vivre pareil.
Mais dans l'intensité de ce qui nous affecte, de ce que nous vivons à un moment donné, eh bien, il n'y a plus ce petit cadre qui dit « et ceci est une représentation, et ceci est ta représentation, et c'est la manière dont tu as vécu la situation, et c'est la manière... » Mais regardez comme c'est désagréable pour les gens de dire « ah, mais c'est comme ça que tu l'as vécu. Comment c'est comme ça que je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme ça parce que c'était comme ça. » Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est extrêmement malpoli d'ailleurs de dire ça aux gens. Hein, c'est ton vécu. C'est une disqualification, ça veut dire non. C'est comme quand on dit aux gens, c'est ton imaginaire, quoi. Hein. Les malades imaginaires, c'est pas les vrais malades, hein, c'est les malades qui s'imaginent être malades, qui sont les malades de l'imaginaire. Mais bon. C'est pour ça que j'aime pas bien ce terme, moi, que je préfère réalité psychique. Donc, alors vous voyez, je résume, hein. Je transfère. Quand je transfère, je transforme. Quand je transforme, je vis une nouvelle expérience qui est l'expérience du jouer, l'expérience du transformer, l'expérience du symboliser. Cette expérience de symboliser, c'est l'amorce d'un processus de déploiement, d'un processus de décondensation, d'un processus de buissonnement, d'associativité. Et la véritable symbolisation, c'est le processus qui s'est amorcé ainsi et son déploiement, ses déplacements. Mais un problème se pose, c'est que il y a ce que je symbolise, ce que j'ai à symboliser, l'objet à symboliser, et l'objet pour symboliser. Il ne faut pas confondre les deux. Parce que si je confonds les deux, d'une certaine manière, je ne sais plus si je dois symboliser l'objet pour symboliser ou si je dois symboliser l'objet à symboliser. Et ça, c'est une source de confusion considérable, qui peut être une source de sidération psychique. J'y touche plus. Rakami a une belle formule, il dit, les patients se mettent au garde à vous devant le réel. Plus touche. Phobie de la pensée, phobie du toucher. Phobie de la pensée et phobie du toucher parce que je ne sais plus si ce que je touche, c'est l'objet pour symboliser ou c'est l'objet à symboliser. Il y a une confusion psychique, effectivement, qui s'établit ainsi. Proposition suivante. L'expérience de symbolisation, donc on a fait la distinction, il y a l'objet, on va symboliser l'objet avec un médium, il se symbolise dans la vie, on vient voir le psy pour le symboliser. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas couper quand même au fait qu'il faut symboliser la relation de symbolisation. Exemple, planche 10 du Rorschach. Réponse d'un sujet à la planche 10 du Rorschach. Si vous l'avez en tête, vous verrez qu'à un moment donné, il y a un petit point jaune. Le patient dit, c'était l'époque où Lance Armstrong gagnait le Tour de France, Lance Armstrong arrivant triomphalement sur les Champs-Élysées en ayant gagné le Tour de France. C'est la 10e planche. Faut pas être Freud pour comprendre que vraisemblablement les 10 étapes qu'il vient de franchir, il arrive triomphalement au bout de son Rorschach et qu'il y a une auto-représentation à l'intérieur de sa réponse à la planche, il y a une auto-représentation de son propre processus, de son propre fil projectif. Il symbolise la symbolisation. TAT, facile. Planche blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une planche blanche? C'est une planche qui dit symbolise l'expérience de la symbolisation. Alors, si vous la présentiez au premier en disant racontez-moi l'histoire que vous voyez là-dessus, ça provoquerait une panne. Parce que les gens disent il n'y a rien là-dessus, c'est du blanc. Bon. Mais quand vous avez présenté une première planche, une deuxième planche, une troisième planche, où il y a quelque chose, et les gens commencent à raconter une histoire, vous avez en quelque sorte proposé une méthodologie, et au bout d'un moment, et au sein de cette méthodologie, vous leur dites maintenant symbolise la symbolisation, symbolise l'expérience, symbolise-moi cette planche blanche. Et la planche blanche, elle prend sens, en quelque sorte, dans la suite de ces planches-là, et prenant sens dans la suite de ces planches-là, effectivement, vous avez un certain nombre de réponses. Il y a aussi un certain nombre de blocages parfois, parce que c'est un peu comme si le jeu se dévoilait un peu trop. D'accord ?
Bon, alors tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bon là, vous me suivez, il n'y a pas trop de questions, on est sur des choses difficiles, vous savez, ça a l'air de rien, hein. Mais il y a 20 ans, un cours comme ça était complètement impossible, impensable. Il y a 15 ans, il était impensable. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont maintenant comme des espèces d'évidences, ça a été le fruit d'heures de labeur, de travail, d'impasse, de compréhension, etc. Bon, maintenant, on arrive à donner une version pédagogique un peu simple, un peu simpliste, mais efficace, relativement pas trop difficile, sur des choses qui sont extrêmement difficiles. La question de la symbolisation, quand vous regardez dans l'histoire, elle apparaît en 1973 dans un bouquin de Green et Donnet qui s'appelle L'Enfant de Saint. Avant, jamais les gens ne parlent de la symbolisation. Du côté des neurosciences, elle apparaît en 1991 du côté d'un ouvrage de Frisch et Sisley qui travaillent sur la question de la schizophrénie dans les neurosciences et qui découvrent le problème de la psychose, c'est pas un problème de représentation, c'est un problème de méta-représentation. C'est quoi la méta-représentation? C'est je représente que je représente. Donc vous voyez, ces choses-là, ça suppose de dépasser un certain nombre de paradoxes, et, ma foi, il faut s'y être coltiné, il faut avoir buté là-dessus. Ceci étant, ça n'a pas empêché, parce que, vous voyez, entre concevoir, amener le concept, et puis la chose, il y a une différence. Par exemple, les enfants, comment ils font? Ils disent pas, je fais une méta-représentation en disant, je joue. Je symbolise la symbolisation en disant je joue. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Qui t'aurait été? Ils utilisent le conditionnel. Et le conditionnel, c'est un embrayeur qui dit ah, ou alors ils disent il était une fois. Et le il était une fois, c'est quelque chose qui est une porte ouverte en quelque sorte, qui signifie attention, nous n'allons pas être dans le monde de la quotidienneté, nous allons être dans un monde fantastique. Nous allons être dans un temps du hors-temps. Ou alors on peut dire il était une fois, ça veut dire aussi c'est de tout temps. Il a existé un temps où, alors effectivement, vous introduisez des génies, des sorcières, tout ce que vous voulez. On est dans un autre monde, on est dans l'ouverture de cet espace imaginaire. Mais l'ouverture de cet espace imaginaire, ça suppose effectivement quelque chose qui soit une catégorie. Que cette catégorie, elle soit la catégorie objet de l'espace, de la symbolisation. Ça va? Bon, écoutez, je suis bien content. Alors maintenant, on va passer à quelque chose qui est un peu plus compliqué et qui est justement un des points de la complexité qui fait qu'on en est venu à dire que quand même on simplifiait bien les choses si on utilisait des médiations et des médiums. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque mon médium, c'est pas un médium distant, mais mon médium, c'est le clinicien lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand mon médium, c'est l'autre sujet? C'est-à-dire quand je symbolise, quand l'objet à symboliser, c'est en même temps l'objet pour symboliser. Et une des questions qui va immanquablement surgir à ce moment-là, quand on voit ce que ça donne, c'est la question qui ne peut pas ne pas se poser. C'est la question quel est l'impact sur l'autre sujet de le choisir comme objet de transfert. Qu'est-ce que ça lui fait? C'est une question qu'on a travaillée historiquement en disant c'est un problème de compte transfert. Mais non, c'est aussi un problème de transfert. C'est à quel compte je peux accepter d'utiliser l'autre pour jouer avec l'autre. Et pourquoi la question se pose? Elle se pose parce qu'en clinique, il y a des sujets qui sont incapables de le faire. Je parlais tout à l'heure du garde à vous devant le réel de Racamier.
on dit beaucoup de bêtises sur les transferts des patients psychotiques. Moi, je travaille quand même encore maintenant avec des patients psychotiques. Je peux vous dire que pour qu'ils acceptent de commencer à jouer avec moi, il y a du travail. Ça ne se fait pas tout seul. Parfois, effectivement, ça bascule. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils sont délirants. Alors là, en effet, je suis un con, c'est énorme, c'est psy, c'est incroyable, etc. Mais c'est parce qu'il y a un débordement délirant du sujet. Mais quand ils sont de sang-froid, alors que les patients névrotiques disent ah tiens, j'ai vu la petite statue là-bas, je me suis dit, ah tiens, ça doit lui être donné par sa femme, oh peut-être pas par sa femme, peut-être par sa maîtresse, ah oui, c'est peut-être... Et puis ils se mettent à broder, à raconter, et puis ils jouent avec moi, ils jouent avec ma représentation. J'ai jamais vu un de mes patients psychotiques se mettre à faire ça. Éventuellement, ils jouent avec les objets de ma salle d'attente. Il y a des articles, il y a des journaux, etc. Et alors, ils arrivent et ils m'amènent ce qu'ils ont lu dans les journaux et avec lesquels ils ont commencé à jouer. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas trop loin. Hein. On est dans le transitionnel, ou pas loin du transitionnel. Mais jouer directement, c'est le jour où avec un de mes patients, on peut commencer à jouer. Oh, je vous raconte une histoire formidable comme ça. Mais vous allez voir, c'est l'émergence d'un moment de jeu chez un patient psychotique. C'est Racamier qui me racontait ça. Précisément, il était dans ces questions qui sont comment symboliser. Alors, il y avait un patient qui s'appelait Jacques, et ce patient, toutes les fois qu'il lui arrivait quelque chose de pas trop mal, immédiatement, il le sabotait. Il le cassait, il le détruisait, ou il faisait quelque chose qui faisait que les bénéfices qu'il aurait pu trouver de ce qui lui était arrivé étaient immédiatement annulés. Et alors Racamier essaye d'inventer quelque chose et il lui propose le truc suivant. Il lui explique que il y a en lui un anti-Jacques. Et que toutes les fois que Jacques a quelque chose de bien, anti-Jacques est jaloux. Donc anti-Jacques casse ce que Jacques a quelque chose de bien. Et Racamier lui explique que peut-être que toutes les fois qu'il a quelque chose de bien, il devrait donner quelque chose à anti-Jacques, comme ça le calmerait. Alors, ils installent un petit cochon anti-Jacques, ils le mettent dans l'armoire à pharmacie, et toutes les fois que Jacques a quelque chose de bien, on lui dit attention, n'oublie pas anti-Jacques, alors il va mettre une pièce dans la petite tirelire anti-Jacques, et ça marche pas mal. Ça marche même tant et si bien que, alors là après, donc les choses vont leur train. 6 mois plus tard, un infirmier va boire un canon à la cafétéria de l'hôpital avec le Jacques en question, et Jacques commande, c'est lui qui commande, un Coca-Cola pour l'infirmier, un Coca-Cola pour lui, et un verre d'eau. Non, c'était pas un verre d'eau, c'est un verre de quelque chose, mais je ne sais plus quoi, peu importe. L'infirmier se dit tiens, qu'est-ce qu'il nous fait? Et il le met ostensiblement dans une troisième position. Et au moment, l'infirmier prend son courage à deux mains, il lui dit mais le verre d'eau, il est pour qui? Et le patient lui dit c'est pour anti-Jacques. Et alors là, on a l'émergence d'une capacité de jouer. Là, on a l'émergence d'un patient qui est capable de s'approprier en quelque sorte la représentation symbolique de l'anti-Jacques. On n'a plus besoin de la tirelire, on n'a plus besoin d'aller mettre des pièces. Vous voyez, c'est dans la représentation que ça se joue. Là, on voit l'émergence de la symbolisation. Mais c'est des mois de travail. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, ce travail. Alors, donc, j'en étais à la question, qui est la question tout à fait cruciale et qui concerne de très nombreuses situations de la rencontre dans laquelle on est avec les patients. C'est la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent nous utiliser comme médium. Alors c'est ce que j'appellerais l'utilisation du médium transférentiel. Alors vous allez me dire, mais quand on est en position d'être l'acteur ou le favorisateur de la symbolisation, quand c'est l'objet pour symboliser, il nous utilise bien. Et effectivement, il nous utilise bien à ce moment-là. Il nous amène une situation
et il nous l'amène pour qu'elle soit symbolisée. C'est une forme d'utilisation, et c'est déjà quelque chose. Mais, en quelque sorte, il ne joue pas avec notre capacité de symbolisation, il l'utilise. Alors, petit à petit, déjà, être capable de faire ça, au fond, c'est avoir commencé à pouvoir se représenter que pour symboliser quelque chose de notre expérience, nous avons besoin de l'autre. C'est-à-dire que le travail de mise en forme passe par l'autre. Et ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait important. Tout ce qu'on appelle les pathologies du narcissisme, dans un des implicites des pathologies du narcissisme, c'est en quelque sorte qu'il n'y a pas besoin de l'autre. C'est ça la posture narcissique. C'est l'auto-engendrement, comme a pu dire Pierra Olanier, et puis d'autres après elle, c'est l'auto. C'est la position autistique, qui est l'extrême limite de la pathologie du narcissisme. Je n'ai besoin de personne. En tout cas, sûrement pas d'un autre sujet. Je peux avoir besoin de la main de l'autre, je vais prendre la main de l'autre, j'instrumentalise la main de l'autre, mais je ne passe pas par le fait qu'il est sujet. Quand un enfant autiste commence à vous prendre en compte comme sujet et rentrer en relation avec vous, c'est déjà qu'il en est sorti, d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'il faut avoir pris conscience du fait que entre moi et moi, il y a le reflet de l'autre. La mise en forme de quelque chose de moi passe en quelque sorte par la parole à l'autre. Ça, c'est très très blessant sur un plan narcissique. Ça veut dire que je ne suis pas le maître dans ma maison. Ça veut dire que je suis travaillé par des points énigmatiques. Ça veut dire que j'accepte la dépendance à l'autre. Et la dépendance à l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement effrayant. Et plus vous êtes dans la précarité, plus vous êtes dans la difficulté, plus la dépendance à l'autre est terrible. Et à la fois, c'est ça le paradoxe, plus vous en avez besoin, plus c'est terrible. Précisément parce que vous en avez tellement besoin que vous risquez de vous retrouver pieds et poings liés, complètement livrés à l'autre, tellement votre besoin est important. Et donc, chez ces gens de la grande précarité, c'est tout le paradoxe de la difficulté du soin dans lesquels on est avec les enfants autistes, avec les SDF, avec certains patients psychotiques, etc., qui disent « mais moi je ne suis pas malade, j'ai besoin de rien ». Or, c'est ceux que nous trouvons les plus malades, les plus mal en point. C'est ceux pour qui on a le sentiment que véritablement, il faut absolument trouver le moyen de les aider. Et regardez les SDF, si vous pointez d'un petit peu trop près et que vous commencez à leur dire « oh là là, vous êtes dans la rue, mais allez, venez, il y a un hôtel social, on va vous faire manger, etc. » Vous revenez le lendemain, ils ont disparu. Parce que la dépendance est extrêmement blessante. C'est une des choses qui nous blesse le plus, la dépendance. Je suis en train d'attendre ma chérie, elle me fait attendre. Premier temps, je me dis quand même, elle abuse un peu, puis elle me fait attendre un peu trop. Sans pourvu qu'il lui soit pas arrivé quelque chose. Elle était en voiture, oh là là, la nuit, peut-être qu'elle s'est endormie au volant. Je commence à imaginer des choses terribles. Et d'où ça vient que je me mettais à imaginer des choses terribles comme ça? Si ce n'est que la colère que j'ai contre elle, qui me fait attendre, que la blessure qu'elle m'inflige quand elle me fait attendre, trouve à l'intérieur de mes représentations inconscientes une voie d'accès qui se manifeste à moi sous la forme de bang, un accident, bang, il lui arrive malheur. Donc on voit comment mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que quand l'autre vous fait attendre, il y a des gens qui détestent attendre, hein. Quand l'autre vous fait attendre, il y en a beaucoup qui détestent attendre. Et d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment bien attendre, à part du côté des anorexiques, mais parce qu'il y a une érotisation tout à fait considérable de l'attente. Mais la plupart du temps, on n'aime pas trop. Mais pourquoi on n'aime pas? Parce que quand on attend, on mesure la dépendance dans laquelle on est par rapport à l'autre. On mesure la place de l'autre pour nous. Et c'est blessant sur un plan narcissique.
Alors quand les gens sont parfaitement à l'heure, ça va, ça s'estompe. C'est le bon contrat, le contrat narcissique. On est d'égal à égal. Mais quand il y en a un qui fait attendre l'autre, il y a un déséquilibre narcissique qui se fait jour. Alors si l'autre arrive, on dirait, écoute, je suis désolé, vraiment, excuse-moi, oh, ça va, ça atténue, ça vient passer de la pommade sur la blessure narcissique et ça nous permet de dire, non mais c'est pas grave. Bon. Mais si l'autre arrive, on dit, ah, bon, t'avais qu'à lire un livre. Oh là là. Hein? T'as qu'à te passer de moi. Alors, j'en étais à ce point-là pour ouvrir la question de l'inévitabilité du fait que je suis obligé de passer par l'autre médium, pas le médium inerte, mais l'autre sujet. Vous comprenez bien que la pâte à modeler, je la fais attendre, elle me fait attendre, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Il n'y a pas de dépendance par rapport à la pâte à modeler. Si ça se joue avec l'autre sujet comme médium, si c'est avec l'autre sujet qu'il faut que je symbolise et que à la fois que j'ai quelque chose à symboliser et qu'il faut que je symbolise, à ce moment-là, je lui dis quelque chose, il me dit rien. Je leur dis quelque chose, il me dit toujours rien. Il y a un vécu d'hémorragie. J'ai commencé à lui livrer des choses essentielles et importantes de moi, et il n'y a pas de retour. C'est terrible le silence du clinicien. Je pense que je ne peux pas arriver à comprendre pourquoi, pendant tant d'années, on a vanté ce silence du clinicien. Je veux dire qu'on dise, nous n'avons pas à répondre à la question exacte qui nous est posée. Vous avez des enfants ? On n'a pas à répondre. Et qu'on n'ait pas à répondre du tout à quelque chose qui nous est adressé, c'est quand même une toute autre question. Ben, prenez ça, n'importe quelle situation dans la vie, vous parlez à quelqu'un, il ne vous répond pas, vous lui reparlez, il ne vous répond pas, alors soit il est sourd comme un pot et vous l'excusez, soit au bout d'un moment vous commencez à vous énerver, mais enfin tu pourrais répondre quand je te parle. Hein? Parce que c'est extraordinairement blessant. Eh bien ça, pendant des années, on l'a infligé aux patients. Ce qui fait qu'après, les patients, ils parlaient, ils s'attendaient plus du tout à une réponse. De temps en temps, il y en arrivait une, ils ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi à ce moment-là, ce qu'ils avaient pu déclencher. Enfin bon, c'était quand même une situation terrible. Et ça a été théorisé comme ça pendant des années. Quel carnage ça a fait sur les patients, ça. Cette espèce de... Non. Alors après, toute la question, et ça c'est difficile, c'est qu'est-ce qu'on dit ? On ne va pas répondre à la question combien vous avez d'enfants, mais il faut quand même bien dire quelque chose. Alors si on lui dit vous avez besoin de vous assurer que j'ai une expérience de l'enfance suffisamment importante pour pouvoir écouter ce que vous avez à me dire de la vôtre, c'est peut-être un peu con, mais au moins on dit quelque chose, ça peut avoir du sens, puis c'est d'ailleurs peut-être pas si idiot que ça. Hein. Bon, voilà. Donc alors, il faut dire quelque chose, mais c'est pas évident d'avoir tout le temps quelque chose à dire quand on vous est pris comme ça. Hein. Donc, autrement dit, la question se pose. Alors, j'en viens à un point qui est un point tout à fait important et tout à fait essentiel, qui est à la fois ce qui fait que la vie c'est passionnant et ce qui fait que la vie c'est dramatique. Premièrement, j'ai besoin de l'autre pour mettre en forme ce qui se passe à l'intérieur de moi. Deuxièmement, l'autre est un autre, c'est un autre sujet, marqué par une altérité, c'est un sujet autre, donc nécessairement, il va déformer ce que je lui adresse. Nous aspirons à un autre miroir, et nous ne rencontrons qu'un autre miroir humain, avec ses limites, avec ses points de cécité, avec ce qu'il ne peut pas renvoyer, avec son négatif, avec ses déformations. Vous savez, quand on se balade dans les vogues, ou dans certaines foires comme ça, il y a des miroirs qui déforment de tous les côtés, voilà, des miroirs qui déforment. Eh bien, ça c'est plutôt le quotidien de la vie relationnelle. Regardez, j'explique à quelqu'un, il n'a pas compris tout à fait ce que je voulais dire. Ben, il l'a interprété, il se l'est approprié.
son processus d'appropriation à lui, c'est pas le même que le mien. Donc nécessairement, il en a fait quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, l'appropriation et l'écho, c'est nécessairement quelque chose qui va provoquer une bifurcation, provoquer une torsion, provoquer... Ça fait partie même, à partir du moment où l'autre est un autre et il existe, à partir du moment où il s'approprie ce que je dis, il le déforme immanquablement en fonction des particularités de sa propre... Alors ça, c'est absolument évident, parce que c'est tout à fait manifeste, par exemple, à l'adolescence. Les adolescents, ils sont tout le temps en train de dériver. On les estompe après dans la vie adulte. Plutôt c'est moins manifeste. On le fait, mais c'est moins manifeste. Mais un adolescent, vous dites, ils foutent des tags partout. Bon, vous dites, c'est bien, ils ont envie d'avoir un lieu, on va leur faire un mur à tags. Alors on installe dans la jupe un grand mur à tags. Eh bien, ça devient tout sauf un mur à tags. Voilà, il y en a deux, trois qui font un petit tag comme ça pour faire plaisir aux adultes, mais ça va absolument jamais. Regardez, on a fait des travaux sur les lycées, l'utilisation des espaces dans les lycées. Vous faites un foyer pour que les ados entre midi et 2 heures puissent avoir un lieu. Mais ils sont partout, sauf dans le foyer. Vous les retrouvez sous un escalier, dans un petit coin de... Voilà. Cette utilisation des lieux. L'appropriation d'un lieu se fait toujours par dérivation, d'une certaine manière, du lieu. Quand vous arrivez quelque part, mais même quand vous arrivez à l'hôtel, d'une certaine manière, vous commencez à... Vous sortez vos habits, bref, habiter un lieu, c'est nécessairement commencer à le bouger. J'avais une de mes patientes qui avait pas mal d'argent, il faut dire. Toutes les fois qu'elle arrivait dans un pays, immédiatement, elle prenait son argent, elle allait faire du shopping, elle achetait 2-3 trucs, et ce processus d'appropriation, ça passait par cette espèce de manière de s'approprier les choses, mais d'une manière générale, en dérivant, parce que c'était des objets dont elle n'avait absolument pas besoin. Donc ce processus d'appropriation passe par la dérivation. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez les adolescents. Chez les enfants, il y a un exemple tout à fait extraordinaire qui a relevé Freud. C'est dans la cure de l'homme au loup. Freud fait une interprétation à son patient et il est assez content de son interprétation, il pense que c'est pertinent, etc. Et le patient dit non. Alors, et puis un peu plus tard, il y revient et Freud constate qu'effectivement, il s'est approprié ce qu'il lui avait dit. Alors il se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit non? Puisque finalement, il se l'approprie. Et ça, c'est une expérience qu'on fait extrêmement couramment. Vous proposez une idée, non, pas du tout, et puis vous apercevez 2-3 fois après qu'en fait, les gens ont bel et bien entendu ce que vous vouliez dire et ils l'ont bel et bien utilisé. Et Freud dit, non mais c'est comme pour les enfants. Vous leur demandez de faire quelque chose, ils disent non. Ou ils vous font attendre. Enfin, en tout cas, ils marquent d'une manière ou d'une autre qu'ils ne sont pas soumis à ce que vous leur avez demandé. Les enfants ont besoin de dire non pour pouvoir dire oui. D'ailleurs, dans l'histoire, le non vient avant le oui. Le non, c'est le 3e organisateur de Spitz, c'est le 13e mois, le 8, c'est le oui, c'est le 18e. Et dire non, ça ne veut pas dire non. Dire non, ça veut dire non à la soumission à ce que tu me demandes. C'est pas pareil. Et il faut pouvoir dire non pour que le oui ait un sens. Si je veux m'approprier quelque chose, il faut que j'ai d'abord le droit de dire non. Autrement dit, conclusion tout à fait essentielle et importante, un patient qui ne peut pas nous dire non, eh bien, aucun de ces oui ne veut dire grand-chose. C'est le premier préalable, non. Il faut toujours s'assurer que les gens ont la possibilité de vous dire non. S'ils n'ont pas la possibilité de vous dire non, alors tout le travail que vous allez faire va être invalidé. Parce que ça veut dire que le oui n'a aucun poids si on ne peut pas dire non. Donc il faut dire non, il faut ces noms-là, il faut ces...
Bon, le non, si je vous dis, si je peux le dire comme ça, c'est la première déformation. C'est le minimum de déformation qui est nécessaire pour qu'on puisse commencer à s'approprier quelque chose. Et comment on travaille alors avec quelqu'un qui dit tout le temps oui? Quelqu'un qui dit tout le temps oui, peut pas dire non. Ben, il faut lui dire non. Il faut lui dire ah bon, mais vous êtes d'accord avec ce que j'ai à dire. Il faut interroger ce oui. Il faut trouver la bonne manière de l'interroger, parce que là je vous en ai proposé une un peu caricaturale, mais il faut trouver la bonne manière d'interroger ce oui. Vous savez, quelqu'un qui dit tout le temps oui, vous allez vite vous apercevoir que ça sidère tout le travail. Ça empêche. Freud pose, puisque vous posez la question, pardon, Freud rencontre ce problème au début de construction en analyse. Et il dit, ah ouais, on lui fait le reproche suivant, qui revient en gros à pile je gagne, face tu perds. Vous dites quelque chose au patient, il est d'accord, bah c'est que votre interprétation est bonne. Il n'est pas d'accord, c'est qu'il résiste, et il ne résisterait pas si votre interprétation n'était pas bonne. Pile je gagne, face tu perds. Et donc Freud il dit, ça c'est nos détracteurs nous disent, mais en psychanalyse c'est comme ça, avec le concept de résistance, vous ne pouvez jamais avoir tort. Parce que si les patients acceptent ce que vous dites, ben, c'est bien. S'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils résistent. Et s'ils résistent, ben, c'est qu'effectivement, il y a des raisons. Donc ça donne raison à votre théorie. Freud est là en disant, mais les gens qui disent ça, ils n'ont pas compris grand-chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'un patient dise non ou qu'un patient dise oui. C'est ce que j'appellerais la générativité associative de l'effet de ce que nous avons dit. Si ce que je dis amène un matériel, c'est comme ça que les gens nous disent oui. Non, non, mais vous trompez complètement. Bah, d'ailleurs, ça m'a fait penser ce que vous avez dit. Eh bien, c'est un oui. Parce que si ça lui a fait penser à quelque chose, c'est que ça a un effet associatif. Et c'est ça qui est déterminant. Bon, là, encore une fois, c'est des choses qui sont... je vous dis encore ça et puis je m'arrête après. Mais c'est des choses qui sont masquées par des espèces de mauvaises habitudes qu'on a dans les milieux psy. Par exemple, on dit transfert négatif ou transfert positif. Il m'aime bien, c'est un transfert positif. Il m'aime pas, c'est un transfert négatif. Alors nous, les psys, le but dans notre vie, c'est d'être aimé. Ça, c'est positif. Et si on ne nous aime pas, c'est négatif. Non, mais ça, c'est pas agréable de ne pas être aimé. Mais on n'est pas là ni pour être aimé, ni pas pour être aimé. On est là pour aider quelqu'un à faire un travail de symbolisation. Et pensez que, moi je vous dis, que quelqu'un puisse récupérer une capacité d'agressivité, une capacité à nous dire non, une capacité à nous engueuler, parfois c'est un pas absolument décisif pour lui. Vous avez des gens, ils n'ont jamais dit non de leur vie. Qui puissent proférer leur premier nom, c'est comme ça qu'ils ont commencé à constituer, à construire leur espace interne. S'il n'y a pas d'espace interne, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc autrement dit, un nom, parfois, c'est un cadeau extraordinaire. C'est l'équivalent de la crotte que lâche le petit garçon et sa mère dit oh, formidable, il m'a fait une magnifique crotte. C'est un nom, mais c'est un nom qui pèse son poids. C'est ça, et c'est pas un hasard si je prends cet exemple-là, parce qu'il y a une simultanéité entre la capacité de dire non et le début de l'organisation d'analité. Le non, les premiers noms que les enfants disent, c'est je garde ma crotte pour moi. Après, ils ont une deuxième forme de non et c'est je te la lâche. Mais c'est pareil. L'important, c'est moi qui décide de la garder ou de la lâcher. C'est moi. Non, c'est moi. Fritz Zorn, là où ça fait mal, c'est moi. Là où c'est dit non, c'est moi. Donc, vous voyez, je crois que c'est quand même tout à fait important d'être très vigilant, à ne pas se laisser aller à dire ah, ça c'est un transfert positif, il m'aime bien, c'est un transfert négatif, il m'aime pas. Parce que je pense qu'il y a la pénombre associative des termes positifs et négatifs
encore une fois, l'agressivité, ce qu'on appelle la destructivité, c'est un truc absolument... Oh, je vous raconte, allez, encore dans un autre truc. Mélanie Klein, Marion Milner et Winnicott. Sacré trio. Marion Milner fait superviser un cas par Mélanie Klein. C'est un gamin qui fout le feu, c'est un gamin qui détruit, c'est un gamin qui brûle, c'est un gamin qui... Elle en parle à Mélanie Klein lui dit interpréter la destructivité, interpréter l'hostilité, interpréter la destructivité, interpréter... Pendant 1 an, pendant 2 ans, le gamin fout de plus en plus le feu et le brûle. Alors elle croise Winnicott et elle lui explique ce gamin, et Winnicott alors lui dit les petits soldats de plomb, parce il fout le feu aux soldats de plomb et il les fait fondre. Et Winnicott dit mais les petits soldats de plomb, si vous voulez les intégrer, il faut les faire fondre. Ce que dit Winnicott, c'est vous ne pouvez pas digérer une pomme si vous ne l'avez pas mâchée. Vous ne pouvez pas... le processus de digestion consiste d'abord, dans un premier temps, à fragmenter, à détruire, à acidifier, etc. Vous ne pouvez vous assimiler les choses que si vous les taillez en morceaux, que si vous les taillez en brèches. Si vous sidérez ce processus-là, alors à ce moment-là, vous gobez les pommes, et à ce moment-là, vous avez des pommes un peu partout sur vous, vous êtes envahi par les pommes, l'ombre de la pomme est tombée sur vous, et à ce moment-là, vous êtes dans une position... Et c'est ça l'objet mélancolique, c'est l'objet incorporatif. Je l'incorpore, ça veut dire que je ne l'ai pas détruit, je l'ai pas... Bon. Or, c'est quand même tout à fait essentiel de penser que le processus d'appropriation, il passe effectivement par la destructivité. Autrement dit, la destructivité, c'est pas l'ultime mot de la destruction n'est pas l'ultime mot de la destructivité. L'ultime mot de la destructivité, c'est l'intégration. Bon, alors, j'en étais là pour dire tout à l'heure, ce qui nous importe, nous, c'est la générativité associative. J'ai dit quelque chose, le patient n'en a pas voulu, mais alors il m'a amené la séance d'après 3 magnifiques rêves, ou 3 rêves, magnifiques, non, 3 rêves, et qu'est-ce que ça a fait comme travail à partir de ça? Alors je lui ai proposé une interprétation, il m'a dit non, mais la fois d'après, il m'a amené encore un autre rêve où il m'a amené une petite... C'est des confirmations indirectes. Alors, c'est là où c'est ingrat, hein, notre travail. Parce qu'on aimerait bien que les gens vous disent « Oh, bah, qu'est-ce que vous êtes bon, alors, oh là, alors là, j'avais un patient qui me disait ça, génial. Vraiment, je me méfiais en me disant « Mais qu'est-ce qui va me tomber dessus hein ?» Il faut dire que j'étais assez bon quand même. Alors, du coup, j'étais mitigé. Je me disais, il a peut-être raison après tout. Enfin, quand même, j'ai suffisamment de bouteilles pour rester méfiant et prudent dans ces cas-là. Hein, pas trop se laisser... Non, mais... Bon, c'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps, vous le savez, parce que c'est pas comme... On sent quand même à demi-mot qu'il... Ah, il commence à bien nous aimer, quoi. Hein, bon. Il y a un fond de transfert qui se manifeste, mais c'est aussi le signe qu'ils ont très bien compris notre fonction, s'ils sont capables de nous critiquer de manière tout à fait importante. S'ils osent, en quelque sorte, nous détruire, c'est que d'une certaine manière, ils nous font le crédit de la capacité de survivre. Celui qui n'ose pas me détruire, il craint trop que je sois tellement fragile que si je suis détruit, je ne m'en relève jamais. Si vous voulez transmettre à un enfant l'idée qu'il est en sucre, qu'il est extrêmement fragile, bah vous lui parlez tout le temps, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de prévenance, et vous allez lui en transmettre le message suivant, t'es en sucre, tu vas te casser à la première occasion. Bah, effectivement. Hein, vous voyez quand même. Alors que si vous lui dites, bon, costaud, quoi, ce bébé-là, il va supporter, là, je parle un peu comme ça, quoi. Hein. Il ne s'agit pas de le maltraiter, hein, mais écoute, casse-moi pas les pieds, là, j'ai autre chose à faire. Ben il n'est pas mort, vous avez vu? Eh ben oui, mais s'il n'est pas mort, ça c'est important, s'il a pu survivre à ça. Parce qu'après, dans la vie, il ne va pas rencontrer des gens qui disent non, petit chéri. Hein. Allez, je m'arrête. Alors, à la semaine prochaine. Et puis, on parlera de la difficulté d'être médium malléable la semaine prochaine.
Merci.